Et si je vous disais que l'outil le plus important pour la pêche sur glace n'est pas votre tarière, mais votre chaise, ça vous paraît fou? Pourtant, aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, un véritable dogme que des générations de pêcheurs se transmettent. Pour trouver le poisson, il faut bouger, il faut percer encore et encore. On va voir ensemble pourquoi cette course effrénée au trou suivant est peut-être la raison principale de vos journées de pêche sans la moindre touche. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait non seulement changer votre façon de voir la pêche blanche, mais surtout vous faire prendre plus de poissons en vous fatiguant beaucoup moins. Alors, première question pour lancer le débat dans les commentaires. Pour vous, un bon pêcheur sur glace, c'est un athlète qui perce sans trou ou un sage qui n'en perce que 5? Cette idée du reperçage constant, elle vient de loin. Elle est ancrée dans notre culture de pêcheur. On a tous en tête l'image du vieux de la vieille qui nous dit « Si ça mord pas, c'est que t'es pas sur le poisson. Bouge-toi ». C'est une logique qui semble imparable. C'est l'idée que la pêche est une chasse active, une traque. Et sur un lac gelé qui ressemble à une immense page blanche, le seul moyen d'explorer, c'est de percer. Cette habitude est aussi renforcée par une forme de pression sociale. Quand vous voyez les autres pêcheurs s'agiter, courir, percer, et que vous êtes assis immobile, vous avez l'impression d'être paresseux, de ne pas faire ce qu'il faut. On confond activité et efficacité. On pense que faire quelque chose, même si c'est la mauvaise chose, est toujours mieux que de ne rien faire. C'est cette mentalité, cette croyance profonde, que nous allons remettre en question aujourd'hui, non pas par esprit de contradiction, mais parce que l'observation et l'expérience prouvent souvent le contraire. Commençons par le commencement. L'argument numéro 1 contre le surperçage, le bruit et les vibrations. Imaginez la scène. Vous êtes un poisson, tranquillement installé près d'une structure sous la glace. L'univers est calme, silencieux. Et soudain, juste au-dessus de votre tête, c'est l'apocalypse. Un bruit assourdissant, une vibration terrible qui secoue toute la colonne d'eau. C'est le son de la tarière. Pour nous, c'est un bruit mécanique normal. Pour un poisson, dont la ligne latérale est un détecteur de vibrations ultra-sensibles, c'est un signal de danger extrême, l'équivalent d'un tremblement de terre. Chaque nouveau trou que vous percez, surtout à proximité, est une alerte rouge que vous envoyez à tous les poissons du secteur. Vous ne cherchez pas le poisson, vous lui hurlez de s'enfuir le plus loin possible de vous. C'est la première erreur fondamentale, celle de croire que notre activité en surface est sans conséquence en dessous. Nous oublions que nous pénétrons dans un monde de silence et que nous y entrons avec la subtilité d'un marteau-piqueur. Maintenant, mettons-nous vraiment à la place du poisson. Le premier coup de tarière a déjà mis en alerte les plus méfiants. Les plus gros, les plus expérimentés, ceux qui ont survécu à plusieurs saisons, sont souvent les premiers à s'éloigner de la zone de danger. Si vous percez un deuxième trou, puis un troisième, à 10 ou 15 mètres de là, vous ne faites qu'étendre le périmètre de panique. Les poissons ne se disent pas « Tiens, un pêcheur cherche un bon endroit ». Non, ils perçoivent une menace persistante et étendue. Leur instinct de survie leur dicte de quitter la zone pour trouver un refuge plus calme. Vous pensez ratisser une zone pour les trouver, mais en réalité, vous la nettoyez de toute présence. C'est un paradoxe cruel. Plus vous cherchez activement, plus vous faites le vide devant vous. Vous êtes comme un chasseur qui crierait dans la forêt pour trouver un cerf. C'est contre-productif au plus haut point. Et pourtant, c'est ce que font des milliers de pêcheurs chaque week-end, convaincus d'appliquer la bonne méthode. Parlons un peu de vous, le pêcheur. Cette stratégie de perçage intensif est épuisante, physiquement et mentalement. Pensez à l'énergie que vous dépensez, surtout avec une tarière manuelle. Percez 10, 20, 30 trous dans une glace épaisse. Transportez votre matériel d'un trou à l'autre. Vous n'êtes plus en train de pêcher, vous êtes en train de faire une séance de cardio-training dans le froid. Au bout d'une heure ou deux, vous êtes fatigué. Votre concentration diminue, votre patience s'effrite. Chaque trou sans touche devient une frustration de plus. Mentalement, c'est usant. Vous commencez à douter de tout, du lac, de votre technique, de votre matériel. Cette fatigue physique et mentale vous rend moins attentif, moins apte à détecter une touche subtile, moins enclin à vous concentrer sur la bonne présentation de votre leurre. Au final, vous pêchez moins bien. L'ironie, c'est que vous vous épuisez à chercher le poisson, et quand par miracle vous tombez dessus,
vous n'avez plus l'énergie ou la concentration pour le pêcher correctement. Il y a aussi une mauvaise interprétation du temps et du silence. Le pêcheur moderne est impatient. Si ça ne mord pas dans les 5 minutes qui suivent l'installation, il décrète que le coin est vide. C'est une erreur de jugement terrible. Un secteur peut abriter du poisson qui n'est tout simplement pas actif à l'instant T. Le bruit de votre arrivée les a peut-être rendus méfiants et ils attendent que le calme revienne. Parfois, il faut 30 minutes, voire 1 heure, pour que la vie sous-marine reprenne son cours normal et que les poissons se remettent en quête de nourriture. En partant au bout de 10 minutes, vous quittez peut-être l'endroit juste avant que l'activité ne commence. Vous laissez un spot potentiellement excellent pour aller faire du bruit ailleurs et répéter la même erreur. Le silence n'est pas toujours synonyme d'absence de poisson. Il peut être synonyme d'attente, de méfiance. Et la seule réponse à cela, ce n'est pas un nouveau trou, c'est la patience. Il faut laisser le temps à l'écosystème de vous oublier. Alors, quelle est l'alternative ? Une des stratégies les plus puissantes, et pourtant si souvent négligée en hiver, c'est l'amorçage. Au lieu de courir après le poisson, pourquoi ne pas le faire venir à vous ? En choisissant un spot basé sur une bonne lecture de la carte ou de la topographie, une pointe, une cassure, un haut fond, et en y déposant un amorçage léger, vous créez un point d'intérêt. Vous transformez un simple trou dans la glace en un restaurant potentiel pour toute la faune aquatique. Cela prend du temps à agir, bien sûr, mais pendant ce temps, vous êtes assis, calme, et vous laissez l'écosystème travailler pour vous. Les petits poissons fourrages sont les premiers à arriver, attirés par l'amorce. Et qui suit les petits poissons ? Les prédateurs. Les poissons que vous ciblez. En perçant 50 trous, vous dispersez votre effort et vous effrayez tout le monde. En perçant que quelques-uns et en amorçant, vous concentrez l'attention des poissons vers un seul point, votre ligne. La patience doit être considérée comme une véritable stratégie de pêche et non comme une forme de paresse. C'est un outil actif. Être patient, ce n'est pas juste attendre bêtement en regardant sa canne. C'est observer, c'est analyser. Pendant que vous attendez, vous pouvez essayer différentes animations de leurre, varier les profondeurs, changer de couleur, tester un appât différent. Vous travaillez un seul spot, mais de manière intensive et intelligente. Vous apprenez à connaître ce qui se passe sous ce trou. Vous donnez une chance à chaque leurre, à chaque technique. Le pêcheur qui court de trou en trou ne fait souvent que tremper son leurre 2 minutes à chaque endroit, sans jamais vraiment essayer de comprendre ce qui pourrait déclencher une attaque. La patience vous permet de multiplier les tests et les approches sur une zone que vous avez jugée prometteuse, augmentant ainsi considérablement vos chances de trouver la bonne combinaison. C'est un travail en profondeur, pas en largeur, et c'est souvent beaucoup plus payant. L'un des plus grands secrets est le travail que vous faites avant même de sortir la tarière. La pêche sur glace commence à la maison, devant une carte bathymétrique du lac. Il faut arrêter de choisir ses emplacements au hasard. Repérez les structures clés, les variations de profondeur, les plateaux submergés, les fosses, la proximité des arrivées d'eau. C'est là que le poisson se concentre en hiver. Une bonne préparation vous permet de sélectionner 1 ou 2, peut-être 3, endroits à très fort potentiel. En arrivant sur le lac, vous n'allez pas percer au hasard pour trouver ces structures. Vous savez déjà où elles sont. Votre mission est de percer un minimum de trous, juste assez pour confirmer la profondeur et vous positionner parfaitement sur la structure. Vous remplacez une recherche aléatoire et bruyante par une approche chirurgicale et silencieuse. Le plus gros du travail de recherche a été fait en amont, dans le calme de votre salon. La tarière ne devient qu'un outil pour valider votre analyse, pas pour explorer. Parlons du rôle de l'électronique, comme le sondeur ou la caméra sous-marine. Beaucoup de pêcheurs les utilisent comme des outils pour justifier leur frénésie de perçage. Ils percent un trou, regardent l'écran, ne voient rien et partent immédiatement en percer un autre. C'est une mauvaise utilisation de cette technologie. Le sondeur est un formidable outil de confirmation et d'observation, pas seulement de détection. Une fois que vous êtes sur votre spot stratégique, le sondeur vous permet de voir comment les poissons réagissent à votre leurre. Est-ce qu'ils montent dessus puis repartent ? Est-ce qu'ils l'ignorent complètement ? Ces informations sont de l'or. Elles vous disent de changer l'animation, la couleur, la taille de votre leurre. Si vous quittez le trou dès que l'écran est vide, vous ne saurez jamais si des poissons étaient sur le point d'arriver.
attiré par votre amorçage ou par le simple mouvement de votre ligne. Utilisez l'électronique pour affiner votre technique sur place, pas comme un prétexte pour fuir au premier signe de calme. N'oublions pas l'effet de groupe. La psychologie du pêcheur est fascinante. Vous êtes installé sur votre spot, patient, confiant dans votre stratégie. Et là, vous voyez un autre groupe de pêcheurs à 200 mètres qui s'agite. Ils percent, ils courent, et soudain, l'un d'eux sort un poisson. Immédiatement, le doute s'installe dans votre esprit. Et si j'étais au mauvais endroit? Eux, ils bougent et ils prennent du poisson. Je devrais faire pareil. C'est un piège mental. Vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont là, combien de trous ils ont percés avant cette unique prise. Vous ne voyez que leurs succès, pas leurs échecs. Céder à cette pression, c'est abandonner votre propre stratégie, réfléchie et préparée, pour imiter le comportement, peut-être aléatoire, de quelqu'un d'autre. Il faut avoir confiance en son plan. La pêche est aussi une bataille contre ses propres doutes. Restez fidèle à votre approche. Le succès des autres ne signifie pas forcément l'échec de la vôtre. Imaginez cette situation, que j'ai vécue plus d'une fois. 2 pêcheurs arrivent sur un lac. Le premier, appelons-le Marc, est un adepte de la recherche active. Il sort sa tarière et commence son marathon. Un trou, puis un autre, puis encore un autre. Il fait le tour de la baie, la transformant en un véritable morceau de gruyère. Le deuxième, appelons-le Luc, s'installe sur une pointe qu'il avait repérée sur la carte. Il perce 3 trous, pas un de plus. Un sur le haut de la pointe, un sur la pente, un au pied de la cassure. Il amorce légèrement et s'installe. Pendant 2 heures, Marc court, transpire, et ne sort qu'un petit poisson. Luc, lui, reste assis. La première heure, il ne touche rien. Mais ensuite, le calme étant revenu, les poissons sont entrés sur sa zone amorcée. Il commence à enchaîner les prises. À la fin de la journée, Marc a percé 50 trous. Il est épuisé et n'a presque rien pris. Luc a percé 3 trous. Il est reposé et son panier est plein. Qui a eu la meilleure stratégie? Alors, la question cruciale, quand est-ce qu'il faut vraiment bouger? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de s'entêter pendant 8 heures sur un spot totalement mort. Il y a des indicateurs. Le premier, c'est si votre analyse initiale était mauvaise. Si vous pensiez être sur une cassure de 10 mètres et que votre sondeur vous indique un fond plat de 3 mètres, vous vous êtes trompé. Là, il faut bouger. Le deuxième indicateur, c'est une absence totale de vie. Si après une bonne heure de patience, d'amorçage et de changement de leurre, votre sondeur ne montre absolument aucun écho, pas même le moindre petit poisson fourrage, il est possible que la zone soit stérile. Mais attention, cela doit être une absence prolongée. Enfin, les conditions météorologiques peuvent jouer. Une chute brutale de pression, un changement de vent radical peuvent éteindre une zone. Dans ce cas, un déplacement vers une zone plus abritée ou une profondeur différente peut être justifié. Le déplacement doit être une décision réfléchie, basée sur des faits, et non une réaction impulsive à l'impatience. Le surperçage crée ce que j'appelle l'effet gruyère. En multipliant les trous dans un périmètre restreint, vous modifiez radicalement l'environnement lumineux sous la glace. Vous passez d'une semi-obscurité où les prédateurs se sentent en sécurité pour chasser, à un environnement plein de puits de lumière anormaux et changeants. Ces faisceaux lumineux qui percent l'obscurité peuvent rendre les poissons extrêmement méfiants. Ils ne comprennent pas ce phénomène. Pour eux, c'est une anomalie, et une anomalie est souvent synonyme de danger. Vous pensez vous donner plus d'options et d'angles d'attaque, mais vous êtes en train de créer un environnement stressant pour les poissons. 1 ou 2 trous discrets sont beaucoup plus naturels et moins perturbants qu'une dizaine de sources lumineuses qui balayent le fond. Parfois, le meilleur camouflage, c'est de minimiser sa propre présence et son impact sur l'environnement, même de façon aussi simple que la lumière. Il faut aussi comprendre la psychologie qui nous pousse à surpercer. C'est lié à notre besoin de contrôle. Quand rien ne se passe, nous nous sentons impuissants. L'action de percer un nouveau trou nous donne l'illusion de reprendre le contrôle de la situation. On fait quelque chose, on agit, on ne subit pas. C'est rassurant pour notre ego de pêcheur. Admettre qu'il faut simplement attendre est beaucoup plus difficile. Cela demande de lâcher prise, de faire confiance à la nature et à sa préparation. C'est un combat contre notre propre impatience.
Beaucoup de pêcheurs ne pêchent pas, ils combattent l'ennui. Le bruit de la tarière, l'effort physique, le déplacement, tout cela les occupe. Mais le but n'est pas de s'occuper, le but est de prendre du poisson. Et pour cela, il faut parfois accepter des moments de calme et d'attente, qui sont en réalité les moments où notre stratégie se met en place sous la surface. Il faut apprendre à apprécier ces moments, pas à les fuir. Souvent, un changement de tactique est bien plus efficace qu'un changement de lieu. Vous êtes sur un bon spot, votre analyse est correcte, le sondeur montre même quelques échos de poissons qui refusent de mordre. Que faire? L'instinct du perceur fou est de partir. L'instinct du pêcheur réfléchi est de se demander « Pourquoi ça ne mord pas ?» C'est le moment d'ouvrir sa boîte de leurre. Le poisson ignore votre leurre brillant. Passez à une couleur naturelle. Il ne réagit pas aux animations rapides. Essayez des pauses de 30 secondes, voire 1 minute. Votre appât est trop gros? Mettez un plus petit. Pêchez plus haut dans la colonne d'eau ou au contraire, collez le fond. Chaque spot est un puzzle. Partir, c'est jeter le puzzle avant d'avoir essayé de l'assembler. En restant sur place et en multipliant les approches techniques, vous avez infiniment plus de chances de trouver la clé que le poisson attend. C'est un défi bien plus intéressant que de simplement courir sur la glace. Il y a une compétence que l'on perd à force de se fier à la technologie et à l'agitation, l'art de l'observation. Avant de percer le moindre trou, prenez 5 minutes. Asseyez-vous sur votre seau et regardez. Observez la neige sur la glace. Des zones sans neige ou avec une glace plus foncée peuvent indiquer des sources sous-marines, souvent riches en vie. Regardez les autres pêcheurs, non pas pour les imiter, mais pour comprendre. Où sont-ils installés? Sont-ils sur des structures évidentes? Y a-t-il des traces de leurs anciennes pêches qui indiquent des spots productifs? Observez les oiseaux. La présence d'oiseaux piscivores peut être un indice. Écoutez le silence. Parfois, la meilleure stratégie vient d'un moment de calme et de connexion avec l'environnement. On a tendance à arriver sur la glace comme des conquérants avec notre matériel bruyant. Essayons d'arriver comme des invités en essayant de comprendre les lieux avant de les perturber. Alors, la question à 1 million. Combien de temps faut-il attendre dans un trou avant de décider de bouger? Il n'y a pas de réponse universelle, mais je peux vous donner une bonne règle de base. Sur un nouveau spot que vous avez choisi stratégiquement, donnez-lui au minimum 1 heure. Oui, 1 heure entière. Pendant cette heure, vous avez le temps de laisser le calme revenir après le perçage, de laisser votre amorçage commencer à diffuser et d'essayer au moins 3 ou 4 présentations ou leurres différents. Si au bout d'1 heure, vous n'avez eu absolument aucune touche, aucun suivi sur le sondeur, aucun signe de vie, alors vous pouvez commencer à envisager un déplacement. Mais partir avant cette échéance, c'est souvent bâcler le travail. La pêche sur glace est un marathon, pas un sprint. Cette patience d'1 heure peut sembler une éternité au début, mais c'est souvent ce qui sépare une journée bredouille d'une belle pêche. Je me souviens d'une discussion avec un vieux pêcheur, un de ces hommes qui semblaient faire partie du lac. Il était assis sur la même caisse en bois depuis des décennies. Je lui ai demandé, jeune et arrogant, pourquoi il ne bougeait jamais. Il a souri et m'a dit « Le poisson, il a des nageoires, pas moi. C'est plus facile pour lui de venir à moi que pour moi d'aller à lui. » Sa philosophie était simple. Il connaissait parfaitement 2 ou 3 endroits sur le lac. Il savait qu'à un moment ou à un autre de la journée, le poisson passerait par là. Son travail n'était pas de les intercepter au hasard sur leur route, mais de les attendre à leur carrefour habituel, avec une bonne offre de nourriture. Il ne perçait qu'un seul trou, et chaque fois que je le voyais, il avait du poisson. Il avait compris l'essentiel. La connaissance du terrain et la patience sont infiniment plus importantes que la vitesse de la tarière et l'endurance du pêcheur. Il ne chassait pas le poisson, il le cueillait. Cette stratégie de la patience a aussi un avantage inattendu. Elle vous rend meilleur pêcheur. En passant plus de temps sur un seul spot, vous êtes forcé de vous concentrer sur les détails. Vous apprenez à maîtriser les animations subtiles de vos leurres. Vous devenez un expert pour détecter les touches les plus discrètes, celles où le poisson ne fait que gober l'appât sans tirer. Vous apprenez à lire votre sondeur avec une précision redoutable, à interpréter chaque écho, chaque réaction. Le pêcheur qui court de trou en trou ne fait que survoler sa technique. Il reste un généraliste.
Le pêcheur patient, lui, devient un spécialiste. Il développe une sensibilité, un feeling que l'agitation permanente ne permet pas d'acquérir. Vous ne vous contentez plus de mettre une ligne à l'eau, vous dialoguez avec ce qui se passe sous la glace. Et ce dialogue est la véritable essence de la pêche. L'agitation constante est souvent le signe d'un manque de confiance. Un pêcheur qui n'est pas sûr de son choix de spot va chercher à se rassurer en multipliant les essais. Peut-être que 100 mètres plus loin, c'est meilleur, c'est une loterie. À l'inverse, un pêcheur qui a fait ses recherches, qui a choisi son emplacement pour des raisons précises, la présence d'une cassure, la convergence de deux structures, a une confiance inébranlable en son choix. Il ne doute pas de l'endroit, il doute seulement du moment. Il sait que le poisson est là ou qu'il va y passer. Sa seule question est « Comment vais-je les décider à mordre ?» C'est un changement complet de perspective. Vous ne subissez plus le hasard, vous exécutez un plan. Cette confiance vous donne la force d'être patient et de vous concentrer sur l'essentiel, ce qui se passe au bout de votre ligne. Travaillez votre confiance en amont et vous n'aurez plus besoin de courir sur la glace. En conclusion, la pêche sur glace est avant tout une partie d'échecs, pas une course de fond. Le meilleur chasseur n'est pas celui qui court le plus vite, mais celui qui sait se cacher et attendre le passage de sa proie. Votre plus grand adversaire n'est pas le poisson, c'est votre propre impatience. En arrêtant de croire que plus de trous égale plus de chance, vous allez non seulement moins vous fatiguer, mais vous allez aussi devenir un pêcheur plus fin, plus stratégique. Vous allez apprendre à faire confiance à votre analyse, à maîtriser votre technique et à laisser le temps faire son œuvre. Vous allez arrêter de faire fuir le poisson que vous convoitez. La prochaine fois que vous serez sur la glace, avant de démarrer la tarière pour le 10e trou, arrêtez-vous. Respirez. Et demandez-vous si le problème est vraiment l'endroit, ou si la solution n'est pas simplement dans un peu plus de calme et de patience. Vous pourriez être très surpris du résultat. Voilà, on arrive au bout de cette réflexion. Le grand retournement de situation, le « voilà le pourquoi du comment », c'est que notre instinct nous trompe. On pense que pour trouver, il faut chercher activement. Mais à la pêche sur glace, chercher activement, c'est-à-dire percer sans arrêt, c'est souvent l'équivalent de faire fuir. La stratégie gagnante n'est pas de trouver le poisson, mais de se placer au bon endroit et de l'attirer ou de l'attendre. C'est un changement de paradigme complet. On passe d'une pêche de chasseur-coureur à une pêche de chasseur à l'affût. Et ça peut radicalement transformer vos journées bredouilles en véritables cartons. Vous allez pêcher plus intelligemment et non plus durement. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a interpellé ou vous a appris quelque chose, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer et surtout, de partager votre avis. Alors, je vous repose la question pour le débat final dans les commentaires. Suite à cette vidéo, allez-vous ranger votre tarière plus souvent et sortir votre thermos à la place? Racontez-nous votre expérience.